Alors aujourd'hui, question s'impose. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces lauréats? Est-ce qu'ils ont réussi à transformer l'essai? Quel chemin ont-ils pris et que peuvent-ils nous apprendre sur l'entrepreneuriat e-sportif en France? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler avec nos 3 entrepreneurs, 3 entreprises qui ont été récompensées par les éditions précédentes. Donc, j'invite à monter sur scène Flo Guterres, associé pour Eva, Brigitte Tondusson, présidente de Silverguide, et Kevin Gambarzadeh, cofondateur de la team Aegis. Un échange modéré par Anthony Morel, je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci Laure. Installez-vous les amis. Ben voilà, oui, très bonne transition, effectivement, on va parler entrepreneuriat, on a plein de choses à se raconter. Alors cette table ronde, elle a un format un petit peu différent de ce qu'on a fait depuis le début de l'après-midi, puisque là, l'idée, c'était plus d'avoir des retours d'expérience de nos 3 invités sur... en fait, leur aventure entrepreneuriale, leur point commun, c'est effectivement qu'ils ont été récompensés par les CIC eSport Makers Awards il y a plus ou moins longtemps, on va en parler. Et l'idée, c'était de voir la trajectoire depuis ce moment-là. Bon, c'est un peu le prétexte, mais de voir un peu comment une entreprise évolue. Quels sont les défis qu'ils ont rencontrés aussi, les défis entrepreneuriaux évidemment. Quels sont peut-être les conseils qu'ils peuvent donner à ceux qui, parmi vous, dans la salle, ont peut-être l'idée d'entreprendre. J'imagine qu'il y a aussi des gens qui ont cette idée peut-être de monter leur boîte dans cet écosystème de plus en plus foisonnant de l'e-sport. C'est de ça dont on va discuter tous ensemble. Je disais format un petit peu différent. Je vais prendre un petit moment avec chacun d'entre vous individuellement pour qu'on parle justement de cette aventure entrepreneuriale. Et puis ensuite, on aura un jeu de questions-réponses. Et puis questions-réponses avec vous aussi. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions via l'application Slido. Je rappelle le petit QR code à l'arrière de votre badge. Et on les posera à nos invités à la fin de la table ronde. Je vais me tourner d'abord vers toi, Flo, donc pour Eva, VP Marketing. Alors Eva, succès incroyable, enfin vraiment extraordinaire et bravo pour ça. Je ne sais même pas s'il faut réexpliquer ce que c'est qu'Eva, parce que je pense qu'ici, vu le public, tout le monde doit connaître. C'est pas dit, c'est pas garanti. On va réexpliquer rapidement, mais alors, le prix, c'était en quelle année? Tu te souviens ou pas? 2023. 2023, ouais. C'était quel Grand prix du jury. Grand prix du jury. Bah ouais, pas mal, costaud. Bon, très bien. Et à l'époque, donc vous aviez cette idée qui avait déjà commencé à être en cours de développement assez largement, mais de créer quelque chose de complètement nouveau. Donc à la limite entre le sport, l'e-sport, l'entertainment, un format complètement hybride et complètement nouveau. C'était ça. Tu peux nous réexpliquer un petit peu la genèse du projet? La genèse du projet, c'est Jean, cofondateur aussi d'Eva, qui débarque et qui dit « Je veux jouer à Call of Duty en vrai ». Ok, tout simplement. Voilà. Et grâce à William, autre cofondateur, qui est aujourd'hui CTO de la boîte, et son talent d'ancien hacker et la capacité qu'il a de manipuler les casques de réalité virtuelle, on se retrouve en 2019 à présenter un prototype à la PGW qui permet à 8 joueurs de s'affronter, donc en 4v4 sur une map en réalité virtuelle, mais en déplacement libre. Ouais. C'est-à-dire qu'un mètre que vous faites en vrai, c'est un mètre que vous faites dans le jeu. Si vous vous baissez dans la réalité, vous baisserez dans le jeu, etc., etc. 2019, donc on démarre, on a un sac à dos sur le dos, on a un gros casque qui pèse un peu lourd, on a des guns qui sont un petit peu approximatifs. On sent qu'il y a tout de suite une grosse traction autour du projet. 8 salles sont ouvertes assez rapidement et on a ensuite un événement qu'on a tous un peu subi d'une façon ou d'une autre qui s'appelle le Covid, qui est venu mettre en suspens un peu les choses, ouais. Voilà, les projets autour d'Eva, mais sortie de Covid, grosse relance autour du produit. 2023, au moment où on reçoit le prix, on était en passe d'ouvrir une 20aine de salles en France. Ok. Je garde la surprise d'où on en est pour après. Alors, mais en gros, Eva, voilà, c'est du jeu en réalité virtuelle, en déplacement libre. Donc il n'y a pas de nausée, il n'y a pas de sensation de mal de mer ou quoi que ce soit. Et c'est ouvert à tout âge, à partir de 12 ans jusqu'à ce que vous soyez capable encore de marcher, ou même on a des jeux assistés aussi. Qui a testé Eva déjà dans la salle, à main levée? Ah, c'est pas mal. Pas mal quand même. Hein. Il y a un petit quart, quelque chose comme ça. Les autres, franchement, vous avez essayé ou pas? Sean, t'as essayé ou pas déjà? Sean, ouais. Oui, quelques fois. Tu as déjà testé, ouais, tu connais bien. Brigitte?
On va t'y mettre, Brigitte. Brigitte, c'est bon, on a déjà pris rendez-vous avec Brigitte. Silver Geek Eva, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Je suis chaud. Vraiment, ça va être très très bien. Et les autres, vraiment, tester, parce que c'est un truc de dingue. Enfin, vraiment, faut aller voir, même les images sont complètement folles, quoi. On a deux équipes, voilà. Il y a un côté totalement futuriste qui est hyper enthousiasmant. Et on est vraiment à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est un jeu vidéo qu'on pratique en vrai, donc en bougeant son corps, et on a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont engagés depuis le début d'Eva, qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, moi j'ai fait 700 km depuis que je joue à Eva, ou moi j'ai perdu 12 kilos, ou moi j'ai fait ci, ou j'ai arrêté de faire du sport, je fais que ça. Enfin, il y a un vrai équilibre qui se crée entre jeux vidéo et sport, et donc on est super content du succès aujourd'hui de la marque en France et à l'international. Excellent. Et alors du coup, on parlait de trajectoire entrepreneuriale. 2023, tu reçois ce prix. Donc à l'époque, l'entreprise était déjà sur une trajectoire ascendante. Ouais. Aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Tu me disais, on est à quasiment une salle par semaine en ce moment. On ouvre quasiment, alors je ne vais pas aller jusque-là, mais cette année, on est censé ouvrir 35 salles. Donc ça fait quasiment une salle par semaine. On a 57 salles ouvertes dans le monde. On a ouvert 5 pays. On a ouvert l'Allemagne, on a ouvert l'Espagne, on a ouvert les États-Unis, on a ouvert la Malaisie, on a ouvert l'Arabie Saoudite et le Bahreïn. Wow. Plus la France et la Belgique qui étaient déjà des pays historiques. Et on doit ouvrir encore cette année 5 nouveaux pays au moins. Balèze. Donc, et avec le côté communautaire, ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les joueurs, tu le disais, il y en a qui parcourent des centaines de kilomètres parce qu'il y a aussi des compétitions, il y a des joueurs qui reviennent, qui jouent toutes les semaines. Comme on s'inscrit dans un club de foot et on va s'entraîner, en fait là on s'inscrit et puis on va s'entraîner 2-3 fois par semaine. En fait on touche un public qui est très 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 large, on a une démographie qui est relativement large et on touche à la fois des personnes qui sont en recherche d'amusement, d'entertainment en fait, donc de location-based entertainment, donc s'amuser mais pas chez soi. On pique, donc on accroche les gens qui sont compétitifs, puisque eSports Virtual Arena, donc EVA, c'est donc la signification du mot, et on a une ligue compétitive, on a plusieurs ligues compétitives qui s'enchaînent, qui sont la Ligue 1, la Ligue 2, des ligues locales à l'échelle de n'importe quelle salle. Donc EVA, en fait, le succès d'une salle, il se représente par une compétition, enfin en tout cas un nœud compétitif assez puissant, avec des gens qui viennent en permanence découvrir le produit et qui ramènent d'autres personnes. Et au-delà de ça aussi, soit des entreprises qui viennent pour faire des privatisations, soit des groupes d'amis ou des choses comme ça. Donc c'est comme ça que fonctionne l'équilibre un petit peu d'une salle. On va revenir sur les défis aussi que tu as rencontrés, parce que là, tout a l'air absolument parfait, mais la trajectoire d'une entreprise, c'est toujours aussi, on apprend en se trompant parfois, on va y revenir. Je vais me tourner vers Brigitte pour nous parler de Silver Geek, Brigitte Tondusson. Alors, le prix, c'était le prix coup de cœur, c'est ça? Absolument. En quelle année? 2023. 2023 aussi, c'est une grosse... La même promo. Belle promo, ouais, c'est ça, la même promo, exactement. Et là aussi, alors, quelle évolution? Faut nous réexpliquer un petit peu. Silver Geek, au départ, c'était une association qui avait vocation à réduire la fracture numérique. C'était ça. Et depuis, c'est devenu un truc... Alors moi, la première image que j'ai de Silver Geek, mais je pense que beaucoup dans le public ont la même, c'est les images de la Paris Games Week qui sont complètement dingues, où on a sur la scène de la Paris Games Week... alors, senior, à défaut d'autres mots, parce que senior, ça veut tout et rien dire, mais ça va de 60 ans à 95 ans, en gros, qui s'affrontent. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, qui s'affrontent. Il y en a plus, d'ailleurs, de 80 ans que de 65. D'accord. Voilà. La moyenne d'âge, c'est quoi dans les ça doit être maintenant... Alors, ça rajeunit quand même, parce que les pratiques, et ça, c'est l'évolution aussi du projet, c'est qu'au point de départ, Silver Geek menait des ateliers dans les EHPAD, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, c'est dans les lieux où se retrouvent les personnes, on va dire, à la retraite. Si le mot senior ne convient pas, mais ça n'a pas d'importance. Je pense qu'il faut appeler les choses telles qu'elles sont. C'est bien sûr. Mais alors, du coup, l'évolution, c'est quoi? Vous en étiez où en 2023 et aujourd'hui, on en est où? Alors, je dirais que c'est sur 10 ans, parce que les choses se sont faites progressivement. On a déjà 10 ans d'existence. Alors, ce qui change et ce qui bouge, c'est notre rapport pour, du coup, l'inclusion à l'e-sport. Ça a été une évolution notable, puisqu'au point de départ, on est parti d'une expérimentation dans les EHPAD pour voir d'abord si ça a accroché, donc de faire des ateliers pour réduire la fracture numérique, certes, mais nous, le choix et le parti pris, c'était par les jeux vidéo et par les tablettes, enfin, de l'amusement. On va dire que c'était l'essentiel, c'était de prendre du plaisir et de faire découvrir aux personnes âgées
donc les outils pour partager des temps conviviaux avec des jeunes, puisque c'est un projet intergénérationnel. Ce sont des jeunes qui encadrent et qui coachent les personnes, les seniors. Et comment on passe du coup d'un projet de rupture de la fracture numérique avec des ateliers dans les EHPAD à on va organiser des compétitions inter-EHPAD et on va se retrouver sur des scènes dans des LAN géantes devant du public. C'est quoi le déclic? C'est grâce à la Gamer Assembly, et je crois bien qu'à l'époque, le président de Futurolan s'est désiré qu'il doit être dans la salle. Et là, il sera sur la prochaine table. Voilà. On va beaucoup parler de la Gamer Assembly. L'avantage, Poitiers, c'est une petite ville, on se rencontre facilement, on se parle comme ça, au détour d'une rue parfois. Et il se trouve que cette idée avait émergé avec un collectif d'entreprises, d'associations, de décideurs locaux, etc. Et là, on s'est dit, on va faire un petit essai. On va aller sur la petite scène du côté, à la Gamer Assembly. Et puis là, il y a une magie qui s'est opérée. Et quand on a vu le succès et l'engouement que cette compétition amenait, on s'est dit, là, il y a quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose, il faut le faire autrement. Et on s'est mis en route vers un développement. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 51 départements. Voilà. 51 départements. 51 départements. Vous avez 6 salariés. Nous avons 6 salariés. Nous participons donc dans les compétitions, ce qu'on appelle le trophée des seniors régional. Donc nous sommes dans toutes les régions de France. Nous avons fait la Gamer Assembly. Nous avons fait les Geek Days dernièrement. Nous allons faire aussi. C'est-à-dire que maintenant, Japan Expo, etc. Tous les gros événements font appel à vous, en fait. Vous avez Absolument. même besoin de les démarcher, j'imagine, quoi. Parce que c'est pas nous qui créons c'est pas nous qui créons un événement pour faire la compétition. Ouais, c'est ça. Nous, on va effectivement dans les événements qui existent sur le plan national. Nous sommes à 10 compétitions régionales à ce jour, et la finale nationale pour nous, c'est la Paris Games Week jusqu'à présent. Et alors, dernière petite question avant de passer à Shones, mais il y a une dimension qui est hyper intéressante, c'est-à-dire qu'au-delà du jeu, de la compétition, il y a aussi une dimension scientifique à ce projet. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de mesurer l'impact sur le bien vieillir. Comment est-ce que ça se matérialise? Il y a des études qui sont réalisées? Absolument. Donc nous avons des partenariats avec les universités, avec des CHU, il y a des chercheurs qui ont souhaité effectivement faire des sujets d'études sur Silver Geek. On a eu Gabriel L'Avenir qui cherchait complètement par hasard un sujet d'études sur les seniors et les jeux vidéo, et par internet elle a découvert Silver Geek et elle a trouvé que c'était le projet le plus abouti, et on a eu une étude effectivement intéressante qui a conduit à la mise en place d'un comité scientifique. Nous travaillons avec l'université aussi sur Paris, avec Nicolas Besombre que tout le monde connaît ici, et nous avons pu mesurer l'impact du jeu sur les seniors, et notamment sur leur autonomie, sur la lutte contre l'isolement, et sur ce qui en fait sont des critères pour nous importants, puisque ça correspond aux objectifs qu'on s'est fixés au point de départ, c'est-à-dire le bien vieillir. Bon, Shones, t'es prêt à embaucher, créer un roster senior Nous, on a déjà engagé des discussions avec Silver Geek. C'est vrai? Oui, parce que, alors, bien sûr, toute proportion gardée, on a un public avec Aegis plus vieux dans l'e-sport, parce qu'on cible plus des 25-35. Et donc, le fait de pouvoir avoir... senior à 35 maintenant. Plus même. De mettre en avant un petit peu cet e-sport plus senior. Nous, on est admiratifs des images à la PGW, à la Gamers Assembly aussi, historiquement. Et voilà, et on se projette en se disant que peut-être que nous, dans 30 ans, on aimerait bien faire partie de cet assaut. Donc, pourquoi pas un peu leur rendre l'appareil aujourd'hui pour imaginer encore mieux le futur de demain. Donc, oui, très, très fan du projet. Ça pourrait aussi permettre de faire aller les seniors sur d'autres types de jeux. Parce que ça, c'est peut-être le truc. C'est peut-être le petit reproche que je ferais à Silver Geek. C'est oui, bowling. Il y a un moment, faut passer à autre chose là. Tu n'as pas toutes les informations. Alors vas-y, dis-moi. Ça évolue drôlement vite parce que justement, vas-y. Grâce à ce comité scientifique, ça nous permet aussi d'évoluer et d'avoir d'autres perspectives. Et on travaille aussi avec les éditeurs de jeux pour tester de nouveaux jeux, et on imagine aussi des possibilités de compétition autres, par exemple avec Just Dance, avec Ubisoft. On a aussi un partenariat. Donc justement, ce type d'événement, la eSport Days et le CIC nous permet, et
pour avoir une conséquence première, justement, du prix, c'est la rencontre des acteurs de l'écosystème et de pouvoir se rencontrer, discuter, de dire, bah, tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. C'est comme ça aussi que le réseau se crée. Et de se voir, c'est quand même intéressant et mieux. Bientôt un roster League of Legends, on espère, en tout cas, chez Aegis. Alors justement, Aegis, ou sur Eva d'ailleurs, on pourra aussi en discuter. Sur CS, je sais qu'il y a des équipes CS en Asie de Silver Geek. C'est vrai. Alors Aegis, toi c'est pareil, 2023 aussi, bah, décidément, c'était, alors ça a peut-être été fait exprès en même temps. Mais c'est peut-être un hasard. Nous on était pris à venir, 2023, le peuple croyant en nous. Ah, pas mal, bah, est-ce qu'ils n'ont pas eu raison hein? Non mais franchement. Je suis en vie, donc déjà, voilà. à partir de là, le projet aussi, donc un avenir radieux, parce qu'on a un avenir d'entrepreneur déjà, si on existe, c'est plutôt pas mal. Exactement, c'est tout à fait vrai. Et alors Aegis, toi, bon Sean, je pense... Je ne sais même pas s'il y a besoin de te présenter, parce que tu es vraiment un des ambassadeurs e-sport français. Tu as quand même ta carrière en tant que joueur, puis en tant que coach chez Vitality. Donc vraiment, tu avais cette notoriété-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque à monter ta boîte ? Nous, avec donc DFG et Mister MV, qui sont les deux cofondateurs de ce projet, en fait, on a identifié qu'à travers nos fans, donc parce que moi je suis streamer aussi à côté, en fait, on avait beaucoup de fans qui étaient fans d'e-sport, mais qui n'étaient pas forcément identifiés à une équipe. Alors pourtant, il y avait des super projets, hein, Carmine, Solari, il n'y avait pas encore Gentlemate à ce moment-là, mais parce qu'en fait, on avait une fanbase qui était peut-être un peu plus âgé que la moyenne, qui était là vraiment depuis les débuts de l'e-sport et qui s'identifiait pas à une équipe en particulier. Et donc c'est un peu venu naturellement de se dire mais pourquoi on s'en serait pas notre propre équipe e-sport avec nos codes, notre DA, nos refs un petit peu plus années 2000 voire 90. Et en fait ça a pris assez vite quand on s'est lancé. On a voulu avoir une DA en se disant qu'on était un club assez premium pour le coup, hein, avec même le choix des couleurs, du logo. Enfin il y a pas mal d'idées un petit peu derrière tout ça. Et en fait surtout de pouvoir progresser très naturellement en essayant de constamment se remettre en question tous les 3 mois, les 6 mois, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. On a fait des choix importants là sur ces 3-4 dernières années. Et donc, on a envie de juste faire ce qui nous plaît. Je pense que c'est un peu ce qui définit Aegis. C'est pas forcément de lever des fonds constamment, c'est pas de faire de l'argent uniquement, parce que il en faut pour créer des projets, mais c'est vraiment de faire ce qui nous plaît et que ce soit aussi cohérent avec nos fans, parce que je pense qu'une entreprise, c'est toujours un équilibre entre ce que nous on a envie de faire et ce que les gens attendent de nous. Et donc de trouver ce moment un peu de diapason est intéressant au quotidien. Donc vraiment une équipe qui est basée sur le communautaire et l'événementiel. C'est les deux mots que tu as utilisés quand on a préparé la table ronde. C'est vraiment ça qui vous caractérise aujourd'hui? Alors pas que. En fait, je l'avais dit d'autres. Mais en fait, sur l'idée, aujourd'hui, un club e-sport doit être performant. Ça, c'est la clé, c'est la base. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la seule chose qui peut te différencier des autres équipes. Nous, aujourd'hui, on a vraiment un rôle très fédérateur. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être 3 streamers, avec 3 communautés, même des styles de stream un petit peu différents. Et donc, en fait, on a envie un petit peu de réunir ces fanbases, parce que voilà, on commence à avoir, je le redis, en termes d'âge, c'est important. On a des 30, des 35, il y a des pères, des mères de famille, qui ont aussi envie de vivre l'e-sport avec nous. C'est-à-dire que je pense que voilà, quand on avait 15, 18, on avait très envie d'être fan de personnes, vraiment fan, waouh, il est trop fort, il est... Mais plus on grandit et plus on a peut-être envie de vivre les aventures avec les personnes ou à travers les personnes, on a un peu plus envie de s'identifier et moins d'avoir des posters dans la chambre. Et donc, on a envie de créer des choses avec eux. C'est-à-dire qu'on veut rencontrer les personnes et pas plus tard qu'il y a 10 jours, je ne sais pas s'il y a Aaron de l'e-sport pas loin, mais on a organisé une énorme LAN ici, même là il y avait la finale qui était présente il y a 2 week-ends et ça a accueilli 100 joueurs qui ont pris leur place en moins de 24 heures, des places qui coûtaient cher pour pouvoir participer. On avait pas mal de spectateurs, des centaines de milliers au cumulé sur tout le week-end sur le stream, parce que les gens vivent ça avec nous et on a eu des retours hyper chaleureux de voilà, ils veulent vraiment fédérer leurs fans, ils veulent vraiment faire des trucs avec eux. Et moi, de voir les sourires ou les after-movies où tout le monde dit « Oh, c'était trop cool, putain, pendant le temps d'un week-end, j'ai l'impression d'être des potes, la communauté est trop sympa. » C'est pour ça qu'on a créé Aegis, c'est pas juste pour que les gens soient stars de nous, enfin, fans de nous, pardon. Et alors, on parlait tout à l'heure, on avait une table ronde sur les nouveaux modèles économiques ou sur la monétisation, justement, des équipes e-sport. Vous, c'est quoi le modèle économique aujourd'hui? C'est du sponsoring? À quoi tu mesures le succès, en fait, depuis 2023? Faut parler... Pardon de calcul d'apothicaire, mais c'est du chiffre d'affaires, c'est l'augmentation du bénéfice. Tu disais c'est pas le seul objectif, mais ça compte aussi quand on est une entreprise. Ouais, je pense qu'on a été éduqué d'une manière peut-être un petit peu incorrecte au niveau de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on parle souvent de chiffre d'affaires.
de revenus également. Mais pour moi, il y a un indicateur qui est extrêmement important, c'est la trésorerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Flo parlait du Covid, par exemple, personne ne peut l'anticiper. Et pour moi, une bonne entreprise qui est bien gérée, c'est une entreprise qui a de la visibilité sur un certain temps. Comme au début, on fait des petites économies quand on est plus jeune, de 50 € sur le livret A, 100 €, etc. Pour moi, ça, c'est un peu le fer de lance d'une entreprise. En fait, si tu ne sais pas anticiper les coups durs, si tu ne sais pas gérer ton économie interne, en fait, tu ne peux pas te développer. Parce que du coup, tu vas avoir peur à tout moment de « Ah, j'ai investi un peu trop, j'aurais pas dû, ça va créer la boîte, je vais devoir faire des plans de licenciement ». Donc, je dirais que nous, on l'étudie à travers ça. On dit, est-ce qu'on a 6 mois d'avance, 1 an d'avance, 2 ans d'avance? Et si on a vraiment beaucoup d'avance, dans ce cas-là, on investit. Et la preuve, là, aujourd'hui, ça se passe bien. Et donc, on a lancé, par exemple, la division des échecs, puisqu'on est l'une des premières équipes e-sport à se lancer dans le monde des échecs. On a remporté le champion de France, Jules Moussard, et le champion du monde junior, Marc-Andrea Maurizi. Et ça nous permet de nous différencier, d'aller organiser des événements d'échecs également auprès des fans, de mixer un petit peu la partie e-sport et la partie très mentale, stratégie, concentration des échecs. Et donc, voilà, ça nous permet à la fois de lancer des choses et d'innover dès lors qu'on a de la trésorerie plus que du chiffre d'affaires. Sur les défis que vous avez rencontrés les uns et les autres, évidemment, la vie d'une entreprise est parsemée d'embûches et c'est le lot de toutes les boîtes. Eva, par exemple, c'est quoi les principaux défis que vous avez dû surmonter? Je pensais à des défis technologiques déjà, parce que tu le disais, au début, c'était des gros casques, des ordinateurs dans le dos, des marquages au sol partout. Enfin, il y avait un côté presque un peu bidouillage. Aujourd'hui, il faut suivre l'évolution technologique. Ça, c'est un vrai enjeu pour vous. En fait, la principale difficulté d'Eva, c'est qu'on ne fabrique pas des casques de réalité virtuelle. On n'est pas propriétaire du produit. Donc demain, ça nous est arrivé dans l'histoire d'Eva, qu'une marque décide d'arrêter un produit et que ce produit soit au centre de ce qu'on fait. C'est un peu comme si demain, on décidait d'arrêter de faire des ordinateurs. C'est fini, il n'y en a plus. Personne ne sait en faire. Il n'y a plus d'e-sport, il n'y a plus rien. Donc là, quand on se retrouve avec un partenaire qui décide d'arrêter de faire un casque qui nous permettait à l'époque d'offrir l'expérience Eva, on avait, comme disait Sean, heureusement un coup d'avance puisqu'on ne s'arrête pas en fait à la techno actuelle, on va chercher un peu ce qui va rendre l'expérience plus facile, plus agréable, plus accessible avec des casques existants ou des solutions existantes ailleurs. On avait un petit coup d'avance avec un autre partenaire et ça nous a permis assez rapidement de changer de scope et de passer sur une autre marque de casque. Cependant, c'est évidemment un move financièrement parlant qui est conséquent. Quand on a 20 salles et ces 20 salles-là, il faut refaire toute la flotte de casques, c'est pas facile à encaisser. Donc il y a ce challenge-là qu'on a rencontré dans l'évolution d'Eva, ce défi-là. Et je pense qu'il y a aussi un défi qui est un peu inhérent à l'esprit d'entrepreneuriat qu'on peut tous avoir, qui est de savoir se focus sur quelque chose et d'aller au bout d'une idée arrêtée. On a tendance et même aujourd'hui, on fait encore ces erreurs, et heureusement d'ailleurs, mais on a tendance à imaginer tous les scénarios possibles et à essayer d'avancer dans tous ces scénarios-là. Mais je pense que ce qui fait qu'Eva est où on est aujourd'hui et où on veut être demain, c'est qu'on s'est inscrit dans cette dynamique de dire on va être à la croisée du jeu vidéo et du sport et on va offrir un produit qui soit laser, parfait pour que les gens puissent jouer sans lag, sans mal de mer, à un jeu qu'on contrôle à 100%, puisqu'on fabrique aussi le jeu, on fait tout intégralement chez nous, sauf les casques. Et donc, cette expérience-là, on n'en démordra jamais. On parlait tout à l'heure du futur d'Eva en termes d'autres jeux, d'autres peut-être disciplines qu'on va intégrer au sein de l'écosystème. On gardera toujours cet aspect compétitif, cet aspect qui va permettre aux gens de prouver qu'ils sont les meilleurs entre potes, entre sociétés ou autres. Et dans les défis, il y avait aussi, j'imagine, justement, on parlait de créer un nouveau marché. C'est aussi ça le truc, quoi, parce que tu crées un truc là qui n'existe pas. Tu me disais en préparant, on voudrait que finalement aller faire un Eva, ce soit aussi naturel que de dire tiens, je vais me faire un karting ce week-end. Quoi. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas grand monde dans l'audience, même si j'apprécie énormément les gens qui ont déjà testé, qui connaissent ce que c'est. Et c'est très compliqué d'expliquer ce que c'est sans l'avoir essayé. Notre barrière à l'entrée autour du produit Eva, elle est relativement haute, puisque c'est un produit qui se consomme à plusieurs, c'est un produit pour lequel il faut se déplacer, on ne peut pas jouer à Eva chez soi, il faut aller dans une salle avec des potes, il faut réserver une session, il faut payer, là où le jeu vidéo classique aujourd'hui c'est tout l'opposé, c'est à la maison, c'est gratuit, c'est sur ordi, sur téléphone, sur Switch, sur n'importe quoi. Donc on galère un peu plus à rentrer des gens dans nos salles, je ne dis pas qu'on galère vraiment, mais c'est plus compliqué de ramener des gens dans les salles. En revanche, 99% des gens qui testent adorent et reviennent et découvrent quelque chose. On a fait l'exercice à chaque fois, à la PGW, à la Gamescom,
à la TwitchCon. Dans nos salles, on demande à chaque fois aux gens, même les plus réticents, qui viennent essayer. Et on a des étoiles dans les yeux, des feedbacks fous, des personnes qui pensent déjà revenir. Enfin, maintenant, on a nos bureaux autour de nos arènes, donc on est conscient de ça aussi au quotidien, puisqu'on voit des personnes, on leur demande si c'est leur première fois, ils nous disent oui, et puis le lendemain, on revient au bureau, on les voit encore là, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ils sont là pour nos compétitions sport, et tout d'un coup, on les a, je le dis gentiment, on les a piqués, c'est-à-dire qu'ils ont le virus, et donc ils vont venir plus régulièrement. Mais voilà, le défi, c'est quand on bouge à l'étranger, quand on arrive aux États-Unis, quand on arrive en Espagne, quand on arrive en Allemagne, on arrive un peu tout nu, quoi. Personne ne nous connaît. Ah oui, c'est ça. Il faut vraiment défricher le terrain. C'est ça, il faut défricher, il faut installer la marque, il faut investir beaucoup plus en termes de communication, de marketing. Parfois, ça suffit pas, donc on pousse un peu le levier encore plus fort. Shones, toi, les défis, je vais revenir à Brigitte juste après, parce que je pense que le modèle associatif est un petit peu différent en termes de défis, de modèle économique, etc. Mais s'il y avait un défi entrepreneurial que tu as dû affronter, le truc le plus compliqué, ça a été quoi? En fait, il y en a plusieurs. Hein. Évidemment, ça dépend depuis quel prisme on regarde. Je pense qu'il y a toujours la partie innovation qui est un challenge intéressant, la diversification. C'est comme toute entreprise qui vend un produit. Un produit, c'est bien identifié. Comment on fait pour faire plus et différemment? Parce que c'est un secteur hyper concurrentiel pour le coup. Les équipes e-sport, il y a de la concurrence par définition. Ça l'est. Moi, je le vois aussi comme un très grand océan où chacun peut un petit peu naviguer où il veut. Parfois, ça peut arriver qu'on se croise en tant que bateau. Mais en tout cas, on peut un petit peu naviguer où on veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est là aussi la ligne même d'un entrepreneur et même d'un visionnaire, hein, on peut le voir de manière noble ou en tout cas plus ambitieuse, c'est aussi d'essayer de voir là où les autres ne vont pas et d'essayer d'aller chercher justement ces nouvelles informations, ces nouvelles idées. Et ça, c'est un peu mon rôle au sein d'Aegis aussi, hein, de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour se développer différemment sans non plus faire des investissements évidents. Nous, on a, comme je l'ai dit, des choix importants sur différentes scènes, ligues ou autres. Et donc, il y a un peu cette côté innovation, tout en essayant de ne pas perdre ce qu'on a créé. Et ça, c'est parce que c'est très facile d'aller partout, mais au final, dans une équipe e-sport, vu qu'on a ce luxe, il y a aussi ce piège de pouvoir aller sur tous les jeux. Là où un club de foot va normalement rester sur le foot, à part le PSG qui peut se permettre, mais un club de rugby va faire du rugby, un club de hand va faire du hand, un club d'e-sport va faire du League of Legends, du Counter-Strike, du Valorant. Et en fait, chaque scène a une manière de parler différemment, a des fans différents. Et donc, il y a un peu cet effet de domino. C'est-à-dire que si, par exemple, alors nous, on aime beaucoup Teamfight Tactics, qui est un jeu de Riot Games, naturellement, on peut aller sur League of Legends. Là, on a voulu un peu prendre un risque en allant sur donc, le jeu de combat, qui marche extrêmement bien pour nous. Mais parce que donc, Mister MV est un grand fan de jeux de combat, donc ça se lie. Et derrière, par exemple, on a Riot Games qui va lancer son jeu 2XKO, qui est donc parfait pour nous parce que c'est du jeu de combat et on est proche de Riot Games. Donc il y a un peu toujours ce grand échiquier et on essaye un petit peu de manière stratégique de mettre les éléments un peu ensemble. Mais sans trahir son ADN, quoi, en fait. C'est ça l'enjeu. Et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé les échecs, du coup. Ah, pas mal. Bien vu. Brigitte, un mot sur la complexité, parce que, je rappelle, Silver Geek, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, parce qu'on parlait de parcours entrepreneuriaux, mais Silver Geek, ça reste une association aujourd'hui. Absolument. C'est quoi, là, pour le coup, l'enjeu ou les défis business que vous rencontrez, déjà ne serait-ce que pour développer un modèle économique, parce qu'il faut financer tout ce dont on vient de parler? C'est entreprendre autrement, de toute façon, mais on a des obligations et on doit tenir un équilibre budgétaire. Donc on a la chance aujourd'hui, c'est que sur cette ligne du bien vieillir, il y a beaucoup d'appels à projets qui viennent des institutions, qui viennent de toutes parts. Par exemple, Argy Carco est très attaché au bien vieillir, à l'autonomie des personnes. Enfin, c'est un enjeu sociétal majeur. C'est des sponsors, du coup, c'est du sponsoring. Pardon ? C'est du sponsoring, du coup. Non, c'est l'appel à projet. C'est pas, moi, je l'associe pas comme ça. C'est du partenariat. Nous, on embarque plutôt des partenaires. On a un ancrage territorial qui nous permet aussi d'embarquer des partenaires locaux, les centres communaux d'action sociale. Enfin, je veux dire, c'est des partenaires qui ont envie effectivement d'avoir des clubs Silver Geek et de participer à l'ensemble des activités proposées. Cette dimension intergénérationnelle est très importante. Et c'est vrai aussi que sur l'inclusion
des seniors dans l'e-sport. On est les seuls aussi à le faire en France. Hein. Oui, absolument. Donc, c'est ce qui plaît aussi, c'est ce qui permet, je veux dire, cet élan des uns et des autres autour du projet. Un petit mot sur le prix, hein, les CIC eSport Maker Awards. Ça apporte quoi en termes de visibilité, d'aide pour développer des partenariats ou c'est juste un trophée qui fait joli sur la cheminée, j'en sais rien. Voilà. Dites-moi honnêtement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Rencontrer les acteurs de l'écosystème, je trouve que ça c'est important parce que ça nous a permis aussi de travailler davantage sur notre place dans l'e-sport, la place des seniors dans l'e-sport. C'est un sujet qui est très important au sein même de l'association et en tout cas le prix a permis aussi ces rencontres. Comme chaque année, on vient et c'est l'occasion de faire un point et de faire de belles rencontres. Shones et Flo, là-dessus, sur ce prix. Bon, toi, ce que je disais, tu avais déjà une carrière derrière toi, etc. Donc, peut-être que l'enjeu n'était pas pareil, mais bon, ça fait toujours plaisir de recevoir un prix, cela dit. Ça a changé ma vie. Merci CIC encore pour l'invitation. Je suis un homme nouveau. Plus sérieusement, je pense que Brigitte l'a très bien résumé. C'est aussi beaucoup de rencontres. Là, rien que de parler avec Flo, on avait pas mal parlé en visio sur certains sujets, mais de pouvoir se capter, c'est vraiment extrêmement cool. Pareil, on a pu parler à pas mal de personnes. Donc déjà, rien que pour ça, je trouve que les CIC eSport Days, c'est vraiment incroyable. En termes de prix en lui-même, en dehors de la blague, non, ça n'a pas révolutionné ma vie, mais ça a donné un petit peu de crédibilité auprès des partenaires, surtout dans un très court terme. C'est-à-dire que dès lors que tu fais des publications, par exemple, moi je publie pas mal sur LinkedIn, donc c'est sûr que quand tu vois que tu arrives avec un prix, donc c'était Alexandre Ruiz avec Laure qui me l'avait avec le promis. petit label CIC. Il y a une crédibilité. Moi, pour le coup, c'est le deuxième trophée que je gagne avec CIC, parce que j'en avais gagné un aussi quand j'étais un peu plus jeune. On avait lancé une entreprise et en vrai, on avait été récompensé. Donc visiblement, je suis pas mal niveau. Pas mal. T'es dans les. Ça marche plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. Donc pas de souci si je relance un truc. Mais non, celui-là, c'est vrai que c'est une vraie réussite. C'est pas mal d'ambition aussi dans ce projet-là. Il y a beaucoup d'acteurs très importants qui sont derrière le projet du CIC. eSports Makers Awards, parce que nous ça s'appelait pas avec comme l'accent. nous c'était eSports Business Awards, mais voilà, je me dis ouais, c'était business, mais en tout cas voilà, ça nous permet aussi d'avoir la crédibilité auprès des autres. C'est-à-dire que nous à Aegis aujourd'hui, on peut se targuer d'être parmi les 5 plus grosses équipes eSports françaises, et ce genre de prix permet de la tester vraiment. Derrière voilà, des super Vita, Carmine, Mate, Solari. Donc nous l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de continuer comme ça, et ça donne de l'impulsion aussi au staff qui travaille quotidiennement, parce que voilà, moi je fais figure de façade aujourd'hui, mais c'est des dizaines, des vingtaines de personnes qui travaillent chez Aegis pour faire les choses bien. Donc c'est aussi une récompense pour eux, vraiment je le vois comme ça. Donc voilà une réponse plus complète que très bien. Ça a changé ma vie. Aussi, décidément. Oui, non, mais en vrai, je rejoins sur l'aspect reconnaissance. C'est bien de voir son travail reconnu. Alors pas que le mien, mais le travail de tous les gens derrière Skeva ou d'autres projets comme Silver Geek ou celui d'Aegis. Mais surtout, nous, en tout cas, au niveau EVA, ça nous a permis aussi de nous dire qu'on était à notre place un petit peu dans l'e-sport. Parce que quand on arrive avec un ovni un peu comme ça, on n'a pas vraiment de concurrence. On ne veut pas se dire League of Legends, c'est nul, venez jouer à EVA. Enfin, je veux dire, on s'installe un peu, on crée quelque chose, on crée un nouveau produit, on crée un nouveau business. Et on a cette affinité forte. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'e-sport, j'ai fait plein de métiers différents dans ce secteur-là. D'arriver dans l'aventure EVA et de récupérer ce genre de responsabilité et de retrouver cette reconnaissance au sein de l'e-Sports Awards, j'ai trouvé ça plutôt cool et ça a fait plaisir aussi à tout le monde en interne. Donc, c'était bien de pouvoir se sentir à sa place, quoi. Bon, des questions, il nous reste 3 minutes pour terminer. Je disais, le chemin de l'entrepreneuriat est semé d'embûches. Il y a aussi des échecs, des trucs qui ne marchent pas, mais qui peuvent aussi permettre d'apprendre et de se relever. S'il y avait un truc à ne pas refaire dans votre aventure entrepreneuriale, Shones, vous êtes retiré des LFL par exemple. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple? Ça, on peut estimer que c'est une forme d'échec. Ça a duré plus que 3 minutes, on te dit. Non, mais en fait, même pour revenir sur la question plus large de la partie échec, je pense que quel que soit ce qu'on fait, même pas que entrepreneur, mais dans la vie au quotidien, je pense qu'il faut accepter de faire des échecs. Parfois, les erreurs, en France, c'est très stigmatisé, on le sait, hein, comparé par rapport aux États-Unis où faire un échec, c'est yo man, trop cool, vas-y. Là, t'es relance un truc. Là, Échec, c'était très vite affiché en France. Et
surtout qu'il faut rester très humble. C'est-à-dire que si on prend une décision aujourd'hui, on sait très bien que parfois on les regarde 10 ans après, on se dit putain, mais j'étais un enfant à ce moment-là, c'est chaud. Et en fait, juste on est comme on est à l'instant T, on prend des décisions, on concerte avec des gens, je dirais essayer de bien s'entourer. C'est-à-dire que parfois on peut avoir chacun des bonnes idées, mais essayer de la confronter avec d'autres personnes, de travailler ce fameux cercle proche, mais aussi proche business, qui peut vraiment t'aider à prendre de bonnes décisions. Et pas avoir peur de se lancer. Parfois en France on réfléchit trop, je pense qu'il faut parfois y aller, on se trompe, les gens sont plutôt sympas en vrai de manière générale. On se pense que voilà, les gens vont peut-être pas retenir les bonnes choses, mais d'expérience quand je me suis trompé, il n'y a jamais personne qui m'a mis des coups de couteau dans le dos juste derrière, c'est vraiment plus bon bah c'est pas grave, j'espère que tu feras mieux. Donc voilà, je dirais qu'au niveau de l'échec, il y en a eu. En soi, la LFL, pour moi, c'est pas du tout un échec, c'est juste un choix stratégique de se retirer. Donc vraiment, je le vois pas comme un échec. Et voilà, d'oser, quoi. D'oser et de tirer les bonnes conclusions. C'est-à-dire qu'on va tous se tromper à un moment, voire des dizaines de fois, mais d'en tirer les bonnes conclusions pour pas les reproduire et éventuellement en faire d'autres qui sont naturellement, qui arrivent dans le projet. Ça répond en plus à ma dernière question. J'allais vous demander quel serait le conseil que vous donneriez. Avec 3 minutes. Donc, voilà, exactement. Très efficace, bravo. Flo ? De se concentrer sur l'exécution aussi. Il y a plein de bonnes idées partout en même temps dans le monde. Si vous avez une bonne idée aujourd'hui, il y a sans doute 10 autres personnes qui l'ont dans le monde au même moment, à minima, quoi. Et je pense qu'il faut se concentrer vraiment sur amener cette idée à bout et de l'exécuter à 100% et se concentrer vraiment sur le produit final. Il faut que le produit sorte à un niveau assez abouti pour que vous soyez content que l'idée soit transformée et surtout qu'elle plaise. Il y a beaucoup de gens qui se plantent aussi parce que l'exécution est mal faite. Donc il faut vraiment se concentrer et pas juste se dire « Ah, j'ai une idée de ouf, ça serait cool de faire ça ». On parlait tout à l'heure en rigolant de faire un EHPAD d'ores et déjà pour des gamers, d'appeler ça Joy EHPAD, et voilà, et de lancer ça. Voilà, c'est une idée. Prenez-la, servez-vous-en. Moi, je vais pas le faire, mais ça serait cool de le faire. Mais de pousser l'exécution à bout et d'y arriver, c'est ça vraiment qui va faire de vous un entrepreneur. Et derrière, se planter, ça arrive. Sean se le disait vachement bien. Il faut aussi pas avoir peur de se planter. Il faut aller au bout de ça et de ses idées et en se concentrant sur le résultat final, quoi. Brigitte, pour terminer. Mais je crois qu'en ce qui nous concerne, on évalue chaque fois, chaque nouvelle action. On prend le temps de l'évaluation, ça c'est très important, et on voit si on continue ou pas. Et puis le deuxième volet aussi, c'est l'innovation. Tu l'as dit tout à l'heure, mais ça je crois que ça c'est un point fort. Chaque année, et on réfléchit et on se donne des objectifs pour pouvoir justement innover et aller sur d'autres jeux. Par exemple, ça faisait partie de notre volet innovation. Bah voilà, vous reviendrez l'an prochain. Mais c'est pas si simple que ça. D'abord, c'est pas si simple que ça. Et faut travailler, quoi. Bah ouais. Oui, voilà. ça conclut bien, effectivement. Faut travailler. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, faut travailler. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci, on peut les applaudir. Sean, Brigitte, Flo.